Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info 83, c'est Côté Sport aujourd'hui, le magazine sportif qui va, on peut le dire, on emploie le terme, qui va déblayer l'actualité sportive aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Et pour ça j'ai l'immense honneur, même s'il dira non, mais moi j'ai l'immense honneur de partager justement le micro avec Yves Mérins. Bonjour Yves. Bonjour Mehdi. Yves Mérins, on ne présente plus, journaliste sportif, chevronné, l'équipe, Var Matin, l'équipe, Var Matin, Nice Matin, je pense aussi à Feu Eugène Sacomano, également, avec qui tu as partagé l'OM-TV, Belle aventure. On refait le match. Oui, on a refait quelques matchs, oui, effectivement. Et là, justement, c'est l'occasion, on va parler un petit peu de tous les sports un petit peu qui ont traversé, défrayé l'actualité en ce moment. On va commencer football. Une petite pensée pour Thierry. C'est vrai. Qui t'a précédé. C'est vrai, j'osais pas le dire. Tu me remets la pression. Je passe derrière Thierry Daven. Donc c'est un honneur, mais une pression. J'insiste pour les spectateurs. Donc là, je passe derrière, je dirais, deux journalistes chevronnés. Donc ça va bien se passer, ce que tu me disais. Il n'y a pas de raison. Pas de raison, aucune raison. Alors pardon Thierry, mais moi je suis très heureux de recommencer avec un jeune très prometteur. Merci infiniment Yves. Alors, in medias res, comme on dit, on va commencer. Football, la Ligue 1, j'ai envie de dire le PSG, très sérieux. Incontournable PSG. Incontournable. Qui malheureusement, comme les dernières années, va encore écraser le championnat. Il y a le PSG et les autres. Donc, pour le moment, ils font pratiquement un sans faute. C'est pas d'un niveau extraordinaire, mais quand même, c'est plus sérieux que l'année précédente, notamment. Un Messi qui est revenu à son niveau. Absolument. Plus personne n'y croyait. Un Neymar qui fait peut-être moins le rigolo, parce que je pense que dans 2 mois, un mois et demi maintenant, il y a une Coupe du Monde. Il fait moins de sorties nocturnes. Il est moins abonné à quelques endroits parisiens de très haut niveau. Et puis Mbappé, qui est toujours le Mbappé qu'on connaît. Et le donc, crack. Le crack, un des 2-3 meilleurs joueurs mondiaux aujourd'hui, donc magnifique. Alors Yves, justement, je rebondis. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai qu'il y a le PSG et les autres équipes dans le championnat français, mais est-ce que tu sens que c'est pas encore totalement au niveau par rapport à l'investissement, quoi ? C'est quelque chose qu'on ressent encore aujourd'hui ? C'est le Marseillais qui va te répondre. On va parler. Moi, j'attends pas le PSG en championnat parce que c'est déjà joué. Absolument. Moi, j'attends le PSG en Ligue des Champions. Bon, pour le moment, il y a eu 2 matchs de poule. Ils ont gagné les 2. Donc, ils sont bien partis dans une poule qui est pas si facile que ça. Donc, pour le moment, ils font le job. Maintenant, je les attends sur la longueur et je les attends un jour. Ils m'empêcheront jamais de dire à jamais les premiers, mais je leur souhaite d'être les seconds quand même. Mais c'est bien d'être un sprinter, mais on va voir au niveau du marathon comment ça se passe. Oui. Et là, c'est pas que j'ai des doutes, mais pour le moment, je suis un peu agréablement surpris parce que je pensais pas que Ramos, par exemple, reviendrait à ce niveau-là. Je suis très content qu'il n'y ait plus la lutte terrible entre les 2 gardiens, Donnarumma et Navas, parce que là, les 2 sont devenus quelconques. Bon, là, au moins, ils ont donné les clés à Donnarumma, on n'en parle plus, et puis je pense que c'est un très bon gardien. C'est le risque, j'imagine, dans des équipes comme ça, où on a des gros égos, on a des gros talents. Donc, le plus gros travail de l'entraîneur de Galtier aujourd'hui, c'est de faire régner une ambiance correcte dans le vestiaire. Parce que le niveau, il ne leur apprendra pas à jouer au football. Donc il faut qu'ils les motivent et qu'ils soient heureux de jouer ensemble. Voilà, c'est le travail de Galtier. Ça me permet de te poser une question. Souvent, je sais que les spectateurs se posent ce type de questions. Fort de ton expérience, est-ce que tu penses qu'un entraîneur à ce niveau-là, au football, doit être forcément un ancien joueur, un ancien joueur notoire ? Est-ce que tu penses que ça joue, ça, dans le management de l'équipe ? De plus en plus, mais je pense que c'est pas l'ancien joueur qui a la qualité numéro 1. Je pense que c'est l'intelligence, c'est comment manager des hommes. L'adaptation ? L'adaptation, parce qu'un vestiaire, c'est très compliqué. Comme tu disais, c'est des égos surdimensionnés. Et c'est ça qu'il faut mettre en musique. Voilà, il faut un entraîneur aujourd'hui, c'est un chef d'orchestre, et crois-moi que l'orchestre, il est compliqué à diriger. Alors ça rappelle, j'allais dire pour les puristes, ça rappelle le Real de Madrid à l'époque avec les Zidane, les Figo, etc. Donc c'est pas forcément gage de succès. Ça peut être très dur, comme tu disais, d'orchestrer tout ça, quoi, pour un entraîneur. Oui, parce qu'il y a toujours des moments de panique, il y a toujours des jalousies entre eux, il y a toujours et puis ils sont que 11 à jouer, et en général il y a une vingtaine de joueurs de très haut niveau. Et les places sont chères. Il y a toujours des déçus, donc c'est très compliqué. Et vraiment, il faut trouver la bonne recette pour aller au plus haut niveau.
Zidane l'avait trouvé en tant qu'entraîneur au Real de Madrid. Hein. Bon, on peut pas dire... Bon, il avait des adjoints qui faisaient la préparation physique. Bien sûr, c'est un staff. Il avait trouvé les mots pour faire jouer ensemble des joueurs hors normes, quoi. C'est ça. C'est beau. J'allais dire parfois même à la grande surprise, même des fois je dirais des puristes ou des experts du sport qui pensaient que fort de son tempérament assez réservé, ils se sont dit, donc comme quoi ça ne veut rien dire, comme tu dis, c'est beaucoup de bon sens et d'intelligence. Oui, il a trouvé la recette. Et c'est vraiment pas évident. On va voir s'il la trouve dans quelques années avec l'équipe de France, mais parce que ça sera pas facile non plus. Il faut que ça marche sur la durée, comme tu disais. Ouais, alors si on parle du PSG, tu te doutes qu'on va parler de l'OM. Là, on a parlé de hors norme, mais maintenant, on va parler du championnat traditionnel. Disons, absolument. Voilà. Alors là, un OM solide qui fait un super début de saison sur le plan comptable. Sur le plan spectacle, c'est pas encore tout à fait ça. Mais bon, là, je vais pas me faire que des amis, notamment chez mes amis compatriotes marseillais, mais bon, ils sont quand même seconds dans le championnat où le troisième, c'est Lorient et le quatrième, c'est Lens. C'est la surprise, ça. Ce sont les surprises, mais en fait, ça veut dire quand même quel est le niveau de ce championnat. Bon, absolument. Même si c'est des bonnes surprises, moi je remarque aussi que il y a déjà des grands clubs qui sont descendus, comme Saint-Étienne, comme Bordeaux. Bon, et tu as des clubs qui sont en plein doute et catastrophiques aujourd'hui. Je veux parler de Nantes, de Strasbourg, de Nice, de Lille, de Lyon. Lyon, c'est une catastrophe, j'ai l'impression, depuis un petit moment maintenant quand même. J'ai l'impression qu'avec le meilleur président de France, ce que je ne conteste pas, mais j'ai l'impression que le temps l'a peut-être usé et il admet des choses qu'il n'aurait pas admis il y a 10 ans, quoi. Je parle de Jean-Michel Aulas. Ah oui, non, mais tout à fait. Alors c'est important de le dire, hein. Là j'ai l'impression que le maître mot, il faut le rappeler dans le sport, c'est pas uniquement de faire des coups ponctuels, c'est surtout de durer. Et comme tu dis, l'OL, j'ai l'impression, a eu son âge d'or. Je repense aussi au Juninho, je repense à toute cette grande époque de l'OL. Profite pour saluer mon père qui est lyonnais, donc forcément, si on parle de... Mais là, ça va pas lui plaire, parce que là, l'OL a du mal à se... Je sais pas, ça repart pas. Je pense que c'est le premier déçu, parce que je pense que tous les Lyonnais sont déçus. Et moi, je suis encore plus déçu, parce que l'entraîneur de Lyon, c'est un ancien joueur de Toulon que j'ai beaucoup aimé, Peter Bosz, et j'aurais mis ma main à couper que Peter allait réussir une carrière flamboyante d'entraîneur. Et là, ça fait déjà 2 ou 3 aventures où il a du mal, il se plante. Enfin bon. Et alors, Lyon, c'est compliqué quand même. Hein. C'est particulier, c'est une identité particulière. Il y a un président qui prend beaucoup de place, il y a des dirigeants, je ne pense pas que l'entraîneur ait toutes les cartes en main pour faire le bonheur de cette équipe. Mais bon, d'autres l'ont réussi. Je pensais que lui allait le faire. Et ils sont en plein marasme. Mais alors, ils ont fait des choses extraordinaires. Bien sûr. On ne peut pas tout enlever. Ils ont construit un stade qui est une merveille. Ils sont associés en basket avec l'Asvel, avec Tony Parker. Ils vont ouvrir bientôt une salle de sport gigantesque à côté du Parc OL. Donc, ils font des choses très bien. C'est un développement considérable. Lamentablement. Alors, c'est ça qui est particulier, justement. C'est qu'il y a un développement considérable, même à l'échelle de la ville pour les Lyonnais. Et en même temps, le club historique de l'OL n'arrive pas à se relever, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont en train de vivre ce qu'a vécu l'Arsenal de la fin de Wenger, quand ils ont changé de stade, qu'ils ont construit de stade, ils ont mis beaucoup d'argent dans le stade, un peu moins dans l'équipe, et ils ont eu 4-5 ans ou un bon poids de galère. Et là, ils sont en train de ressortir la tête de l'eau à Arsenal. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui arrive à Lyon aussi. Donc, comme quoi, c'est important aussi de le souligner à nos téléspectateurs que le sport, c'est beaucoup d'humains. Comme tu dis, c'est toute une organisation au sein d'un club, d'une équipe. Donc, c'est vrai que chaque club est singulier. Tu prends l'exemple de Lyon. C'est vrai qu'avec Jean-Michel Aulas, ça rappelle un peu les époques tapis, ces époques quand même où il y avait des grands présidents qui prenaient beaucoup de place. Et c'est vrai que peut-être ça joue effectivement sur... Le sport de haut niveau, il faut beaucoup d'argent et après ça ne suffit pas. La preuve, Paris, depuis 10 ans. C'est vrai. Manchester City en Ligue des Champions, ils ont dépensé encore... L'autre fois, ça dépense Paris. Alors ils font rêver tout le monde en Première Ligue, mais en Ligue des Champions, à chaque fois, même avec Pep Guardiola, le bon Dieu à la tête, ils n'y arrivent pas. Donc ils vont y arriver un jour forcément, mais pour le moment, c'est encore à faire. Alors, Ligue des Champions aussi, Yves, Benfica-PSG. Il faut que tu nous dises 2 mots sur le Benfica-PSG. C'est une affiche historique. Benfica, pour moi, c'est les premiers titres de la Ligue de la Coupe d'Europe des clubs champions de l'époque. C'est Eusebio, c'est tous ces grands joueurs. Absolument. Et puis, c'est la main de Vata.
qui m'empêche de temps en temps de dormir. Heureusement que s'il y avait eu la VAR à l'époque, on aurait peut-être gagné une Ligue des Champions avant. Et puis, mais c'est un grand club. Alors, au Portugal, il y a quoi, 3, 4, 5 grands clubs, on a fait le tour. Hein. C'est tout. Hein. C'est ces clubs historiques. Mais ceux-là, c'est vraiment des grands clubs. Voilà. Absolument. Et après, autour, il y a le championnat n'est pas très compliqué, mais Benfica, le Sporting, le FC Porto, et j'en oublie un ou deux, ça, c'est des grands clubs. Bon, je suis allé les visiter quand l'OM jouait la Coupe d'Europe. Ils ont vraiment des infrastructures de très haut niveau. Oui, les moyens sont très concentrés sur ces entités-là, quoi. Ils ont des connexions avec l'Amérique du Sud. À chaque fois, ils vont chercher des Brésiliens, leurs cousins, là. Ouais. Mais eux qui sont pas chers et qui rendent très cher et qui revendent à des prix astronomiques. Non, c'est des gens qui ont tout compris de l'économie du football et qui n'ont pas perdu de vue qu'il fallait quand même, avant de les vendre, montrer un spectacle dans leur stade. Donc, c'est vraiment, ils prennent les choses par le bon bout. J'allais te dire fort, encore une fois, de ton expérience. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé, ça, dans le football? C'est-à-dire qu'on voyait qu'il y avait des clubs qui étaient vraiment dans une forme d'ascension, mais en prenant des jeunes talents. C'est vraiment, ils trouvaient et ils faisaient leur carrière, ils les façonnaient. Et là, aujourd'hui, on voit plus finalement des gros investisseurs qui rachètent des gros clubs et qui rachètent tout de suite des gros talents, des fortunes. Et ça prend pas forcément, on peut le dire. Hein, on prend l'exemple du PSG. Certes, ça reste le PSG et les autres sur le championnat français. Mais comme tu dis, c'est pas totalement amorti finalement. C'est beaucoup d'investissements et on n'a pas totalement rentabilisé. C'est quelque chose qui a changé, ça, dans le football? C'est deux économies différentes qui se marient aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que tu as des clubs comme Porto, Benfica qui ont cette économie. Il y a l'Ajax d'Amsterdam aussi. Absolument. Qui est très très fort pour aller chercher des pépites de 18 ans. Je pense à Ibrahimovic à l'époque aussi, qui est passé par ce club. Et puis eux, ils vont à chaque fois en quart, demi-finale avec des gamins. Et l'année d'après, ils se font piller. C'est-à-dire qu'ils perdent la moitié de l'équipe, qui partent en Angleterre, en France. Sur les gros championnats. Voilà. Mais à chaque fois, ils arrivent à recréer une équipe 2 ans après. Ils ont vraiment une science de création qui est extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. C'est quelque chose qu'il faut essayer peut-être de relancer dans le championnat français, dans les clubs français. Tu penses que c'est quelque chose qui manque? Oui, c'est-à-dire que tu as des clubs français qui ont cette identité-là. Je pense à Nantes de l'époque, je pense à des clubs comme ça. Ce sont des clubs formateurs. Et puis après, il y a des clubs qui achètent gros et qui veulent des résultats tout de suite. Et ça, c'est l'OM. Bon, et l'OM aujourd'hui se mélange les pinceaux parce qu'ils font les deux. Ils veulent à la fois acheter des joueurs pas chers, mais qui veulent revendre cher. Oui, c'est pas clair. Alors, ils sont entre les deux. C'est toujours, ils se mélangent un peu. Et en fait, ils achètent plutôt pas mal depuis 1 an ou 2, et ils sont nuls à la vente. Ils sont absolument catastrophiques à la vente. Et en plus, ils se payent le luxe d'offrir des salaires à des joueurs qui vont jouer dans d'autres clubs. Je pense à Strootman, je pense à Amavi, je pense à des joueurs comme ça, mais il y en a 10-12 cette année, où ils payent la moitié ou les 3/4 des salaires pour aller jouer ailleurs. Donc, c'est assez hallucinant, ça, quand même. Ça me fait quand même assez rigoler. J'ai vu ce week-end une très belle enquête de la Provence avec Pablo Longoria, le président, qui enfonce des portes ouvertes, et puis quand on lui parle d'économie, il dit qu'il faudrait économiser sur l'électricité. Bon, quand on paye les 3/4 du salaire de Strootman, je pense que l'électricité, ça passe loin derrière, quoi. Donc, il faut arrêter de nous prendre un peu pour des idiots. Oui, il faut adopter une stratégie claire et distincte. Ouais, et pas essayer de mentir à des gens qui connaissent le football, et il y en a beaucoup. Et j'allais dire encore moins Yves Mérins. Non. Alors, on a parlé des clubs, il faut qu'on parle de la sélection nationale. Pareil. Tu parlais de déception et alors agréable surprise, on a parlé avec Lorient et Lens, mais des déceptions de l'autre côté, des grosses difficultés là au niveau de la sélection nationale en France. On sent que c'est un gros climat de polémique en ce moment. Alors il y a un énorme problème, c'est la santé des joueurs. Alors est-ce que c'est dû au trop grand nombre de matchs? Est-ce que c'est dû à cette usure-là ou quoi? Je pense qu'aujourd'hui c'est le médecin de l'équipe de France qui a les clés. Parce que moi, Didier Deschamps, j'ai une confiance absolue dans ce qu'il peut tirer d'un groupe, et il l'a déjà prouvé à tous les niveaux, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur de club et en tant que sélectionneur. C'est une référence. Mais bon, là, malheureusement, il a 15 joueurs sur le flanc, probablement les 15 meilleurs, si on enlève Mbappé et Griezmann. Donc, c'est compliqué pour lui. Est-ce que dans 1 mois et demi, il va récupérer toutes ses forces et là, il pourra défendre le titre?
ou est-ce qu'il va jouer avec une équipe mixte, avec des jeunes qui ont beaucoup de qualité. Mais Coupe du Monde, c'est un truc à part. On est au plus haut niveau, on va dire quand même en termes de pression aussi. Sur un mois, 5 semaines, c'est très compliqué. Est-ce que tu penses que c'est ça justement qui est aussi exacerbé avec cette polémique autour du Qatar? Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'on se réveille, c'est-à-dire c'est là subitement on parle de cette Coupe du Monde du Qatar. Tu penses que ça joue sur le moral ça de l'équipe? Là encore, je ne vais pas me faire que des amis, mais je déteste ceux qui se réveillent aujourd'hui. Parce que la polémique, elle méritait d'être il y a 10 ans. Quand on a offert la Coupe du Monde au Qatar, parce qu'on savait que c'était dans le désert, on savait qu'il n'y avait pas de stade, on savait que c'était un climat qui ne convenait pas aux footballeurs, on savait que ce n'était pas un pays de football, parce que là, il faut quand même arrêter de nous prendre pour des idiots. C'est plus un pays d'investisseurs, on peut le dire. Donc, ils ont investi, donc ils achètent tout, ils ont acheté la Coupe du Monde. Voilà. Donc maintenant, ceux qui me font rire, ceux qui disent maintenant, on se rend compte que les stades climatisés, le danger pour ces pauvres travailleurs, alors on parle de 6000 morts, tout ça, mais ils ne sont pas morts il y a 2 jours, les 6000 personnes. Absolument. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans des chantiers pourris, qui sont incroyablement hors la loi, et tout le monde a fermé les yeux, et on les ouvre à 2 mois de la Coupe du Monde. C'est peut-être ça la polémique en elle-même, à l'inverse. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est peut-être le fait de se réveiller maintenant. C'est peut-être ça finalement la problématique. Moi j'en veux à ceux qui se réveillent maintenant, bien sûr. Pas à la situation. La situation, on la connaissait depuis 10 ans, depuis qu'il y a eu le Qatar est sorti de l'enveloppe, un quart d'heure après la Russie. Voilà, la Russie et le Qatar, on se fait 2 belles Coupes du Monde avec des grands pays de football. Finalement, il y a un climat quand même politique ou géopolitique assez bizarre. Ouais. Encore une fois, tu penses que ça peut jouer sur le moral de l'équipe, sur leur entrée en matière? Pas du tout. Il faut faire la part des choses. Ça va jouer sur comment les gens vont regarder cette Coupe du Monde. Certains vont tourner le dos, certains vont boycotter. Une Coupe du Monde au mois de novembre, pour moi, c'est pas une Coupe du Monde. On a entendu Eric Cantona qui a dit... Une Coupe du Monde en plein... Je ne vais pas regarder avec des doudounes, des moon boots, la Coupe du Monde devant... non, pour moi, c'est la fête, c'est dehors, c'est l'été, c'est... Voilà. C'est ça le sport. Tout change. Ouais, c'est le sport d'aujourd'hui acheté. Ça me fait penser à quand je regarde les grands prix là, de moto, de F1. Tout ça. Bon, il y a une histoire. Il y a des grands prix en Europe, il y a des grands prix aux États-Unis. Il y a même des traditions. Et maintenant, c'est à Singapour, au Bahreïn, et il n'y a plus de Grand Prix de France. Bon, mais ça, pour moi, c'est insupportable. Absolument. Je suis peut-être un vieux con, mais pour moi, ça, c'est insupportable. Mais on a eu un peu le même cas sur la F1, on va y revenir d'ailleurs. Et donc, parlons un petit peu local aussi, parce qu'Info 83, côté sport, c'est l'actualité varoise. On va parler des National 2. Alors pareil, j'ai l'impression qu'on est sur une tonalité un peu négative là sur le foot en ce moment. Les clubs varois, est-ce qu'on peut dire, n'y arrivent pas? Ils ont du mal ça a du mal à se lancer? On va revenir à ma vieille idée de club de la métropole. Je pense que Hier et Toulon devraient s'associer, devraient créer un seul club. Pour toi, ça n'a pas de sens, effectivement, qu'on ait 2 entités comme ça distinctes? On est en train de gaspiller du temps, de l'argent, des compétences. Voilà. Je pense que le football, c'est Toulon. Je pense que Hier devrait revenir à Toulon. Quitte à leur laisser, par exemple, le basket. Ils ont réussi la fusion hier, Toulon en basket. C'est vrai, absolument. Il faut qu'ils fassent pareil. Je disais, on a eu Morad Boudjelal à l'émission. J'allais te le dire. On lui disait, il en convenait, quel avenir à Hier? On ne va pas jouer une Ligue des Champions à Hier, quoi. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas de public, il n'y a pas de monde, il n'y a rien, quoi. Puis le chef-lieu du Var, c'est Toulon. Hier, c'est une pépinière de gamins. Il y a des joueurs, des petits gamins qui jouent au football partout, comme à Toulon, tout ça. Donc maintenant, il faut, au plus haut niveau professionnel, il faut additionner ça et trouver un modus vivendi pour tout mettre ensemble. Tu penses que ça part déjà de là, en fait? C'est ça qu'il faut impérativement... Hier et Toulon se tirent une balle dans le pied. Que Fréjus soit un peu à côté. Fréjus, Saint-Raphaël, et puis c'est plus tourné vers Nice, c'est moins... Et encore, tu as l'étoile de Fréjus-Saint-Raphaël, oui. Ils ont fait cette alliance. Non, mais qu'on ne fusionne pas les trois, je comprends. Fréjus-Saint-Raphaël, c'est vraiment une identité. C'est vrai que c'est jumelé. Voilà. Mais hier, Toulon, il n'y a aucune raison de se faire la guerre et de gaspiller ses chances, quoi. Voilà. Donc tu penses que ça part, finalement, c'est ça la principale raison, si on n'arrive pas dans le Var à repartir, je pense à l'âge d'or du Sporting, etc. Ça s'est jamais relevé, tu penses que ça part déjà de là, quoi? Il faut vraiment travailler ensemble. Oui. Et puis, il faut trouver
je vais être méchant, mais il faut trouver des dirigeants, quoi. Il faut trouver voilà, des gens qui ont une vision, qui ont un projet, qui arrivent à fédérer à la fois le monde politique et le monde économique. C'est un équilibre. Voilà, et là, on a toujours rien. Alors, ils vivent de subventions. Le président de Toulon, Claude Joy, met un peu d'argent, me dit-on. Bon, ben, il ne doit pas en mettre assez, puisque ça fait 10 ans qu'il est au club et 10 ans que ça ne monte pas. Et la seule fois où ils sont montés en national, ils n'ont pas gagné un match de l'année en national. Donc, il y a un souci, quoi. On ne peut pas rester comme ça, prisonnier dans les mains de gens comme ça. À un moment donné, il faut savoir, faut avoir la lucidité de faire passer le club dans d'autres mains, quoi. On revient à ce que tu disais, qu'un club de football, c'est même dans le sport en général, c'est un équilibre. Il faut savoir mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et tu penses qu'il y a, allez, on va dire, c'est le côté méditerranéen, mais nous aussi on a trop d'ego. Tu penses qu'il y a un problème d'ego là sur ce travail-là ou je sais pas, mais bon, ce que je pense aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se disputent pour prendre les commandes de ces clubs-là. Hein. Alors, ça fait pas rêver. Non, alors pourquoi ? Moi, je me rappelle avoir des saisons entières avec le RCT champion de France, le Sporting en première division, qui remplissait Mayol. Et c'est il n'y a pas si longtemps ? Qui remplissait Mayol, hein, le Sporting. Hein. Donc, absolument. Moi, je pense qu'il y a largement la place dans cette grande agglo pour avoir un club en première division. Hein. Enfin, quand on voit qu'il y a Auxerre en première division, que Guingamp y est, que Lorient y est, regardez, allez sur Google, voir combien il y a d'habitants à Lorient, à Auxerre, à Guingamp et compagnie. C'est vrai. C'est New York, nous, Toulon, à côté. Hein. C'est le chef-lieu du Var, ouais. C'est une population, c'est plus de 100 000 habitants. Non, l'Aglo, c'est 400 000. Ah, l'Aglo, tant pour moi, je parlais de Toulon. Non, Toulon, c'est 180 000 et l'Aglo, c'est 400 000. C'est 400 000, on peut discuter en première division, il n'y a aucun complexe à faire. Il faut penser TPM. Voilà, il faut penser Toulon, Provence, Méditerranée. Mais vous savez, quand Morad Boudjilal a pris le RCT, on m'a dit, il n'y a pas de loge, on ne peut pas mettre de loge déjà parce que ce n'est pas assez solide, il y a un parking dessous. Donc, bon, lui, au bout de 4 ans, il a fait les loges. Absolument. Il n'y a pas de partenaire. Au bout de 2 ou 3 ans, il y avait 300 partenaires. Il a créé un sacré vivier de partenaires, bien sûr. Il a monté le plus gros budget du rugby français à un moment donné. Bon, donc il faut qu'on arrête de me dire qu'à Toulon, il n'y a que des pizzerias, des bars et des clubs boulistes qui peuvent être partenaires du football. Ah non, c'est pas vrai, bien sûr. Et... si on va les chercher, on va les trouver. Mais faut-il travailler. Eh ben écoute, c'est le maître mot, le travail, et ça me fait toute la transition sur le rugby. Puisque là, pour le coup, le rugby, le RCT, on est sur une note plutôt positive, là, pour le top 14. Ça marche bien. Oui, c'est bien. À part à Perpignan, où ils se sont un peu emmêlés les pinceaux là, et embranchés. Non, il n'y a que 2 défaites, donc Perpignan, et puis à Toulouse. Bon, à Toulouse, il y en a beaucoup qui vont perdre, donc celle-là, on peut la cocher. Ça, bon. C'est pour les Toulousains. Ils sont déjà allés à Toulouse, donc c'est bon. Mais sinon, le reste, c'est bien. Et puis, bon, il y a encore beaucoup de blessés. Il y a encore... donc, quand ils vont récupérer tous leurs joueurs majeurs, je pense notamment aux joueurs qui m'impressionnent le plus depuis 2 ou 3 ans, et je vais vous dire, c'est pas Romain Tamac, c'est Gabin Villière. Gabin Villière, pour moi, c'est un extraterrestre. C'est un type qui c'est la pépite. C'est la pépite, mais vraiment... il sort vraiment du lot. Incroyable. Et puis alors, il déteint sur les coéquipiers, que ce soit en équipe de France ou à Toulon. Il a une mentalité qui est franchement extraordinaire. Ça, c'est signe on peut dire, de grand talent pour le coup. S'il arrive à tirer vers le haut ses camarades et ses coéquipiers. Après, bon, je ne peux pas dire un mot sur le RCT sans penser à Louis Carbonel. Oui. Parce que quand je le vois meilleur marqueur du championnat aujourd'hui, et que je vois que nous, on est en train de faire jouer Serein à l'ouverture, récupérer Yaya Ouest, et penser à peut-être Smaïli. Enfin, bon, je veux dire, on avait Carbonel et Bello. C'était interdit de laisser partir. Voilà, c'était Bello qui est pas d'ici, mais qui c'est vraiment une faute, selon toi, là. Franchement, c'est une faute. Il y aura des conséquences ? Tous les matchs, moi, je pense que Carbonel... tu le ressens déjà. C'est lui qui devrait mener le jeu de cette équipe, quoi. Serein Carbonel, c'était une charnière extraordinaire. Donc, on s'est tiré une balle dans le pied, là. Hein. Franchement... Heureusement qu'il y a Gabin, justement, qui est là peut-être pour... mais ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Et il n'y a pas que Gabin, il y a des joueurs extraordinaires. Hein. Mais perdre Carbonel, Bello, se fâcher avec Etzebet, hein, qui soi-disant veut retrouver l'amour en Afrique du Sud, alors que c'est pas du tout ça la raison. Non, il y a un moment où, quand même, on fait les choses pas si bien que ça, quoi. Voilà. En parlant de difficultés...
Je vais parler de F1 et de moto. Là aussi, les Français, on peut dire qu'ils sont à la peine, là aussi. Ouais, il n'y a pas que le Grand Prix qui nous échappe. On a du mal à démarrer, hein, ce mauvais jeu de mots. Ouais. On a du mal. Non, c'est dommage, mais bon, qu'est-ce que Gasly fait 10e à Singapour, Ocon a abandonné. Bon, heureusement qu'il y a Charles Leclerc qui est presque français en étant monégasque. Donc ça nous met un peu de... C'est un francophone. Oui, c'est un francophone. Non, mais c'est pas mal. Mais après, moi, j'ai du mal à regarder ces Grands Prix. Là, ils courent la nuit à Singapour. Bon, ça va, quoi. C'est ce que tu disais, on perd les traditions quelque part. On perd les traditions. Il y a quelque chose qui... Non, ça me va pas bien du tout. Donc, on perd l'esprit. Oui. Toi, tu sens vraiment que c'est plus la même émotion. On a vendu notre âme. Voilà. L'expression est forte. On a vendu notre... Tu le penses. On vend nos âmes aujourd'hui à ces pays-là. Et bon, j'ai vu... ils ont fait les championnats du monde d'athlétisme au Qatar. Ils ont fait un championnat du monde de hand au Qatar. Le Qatar, enfin, ils n'ont peur de rien. Ils ont naturalisé 12 joueurs pour jouer au hand et aller en finale. C'est vrai. Non, mais où on va, quoi. Je veux dire, tout ça me dépasse complètement, quoi. C'est plus... Et en plus, on peut le dire à l'échelle locale. Aujourd'hui, on perd le GPF1 qui apparemment ne sera pas l'année prochaine. Non, c'est fait. C'est acté. C'est acté, ouais. Donc, là aussi, on a eu un comeback et puis là, d'un coup... On a refait le Paul Ricard, qui est un circuit extraordinaire. Absolument. Dans une région avec une âme, pour le coup. Avec une âme, avec un nom magique. Et puis, on a fait des travaux pharaoniques. Et voilà, et, on nous dit, non, c'est fini. On reviendra peut-être dans 2 ans. Enfin, bon. Non, tout ça pour aller à Singapour, au Bahreïn, ou à je sais quel... Je connais même pas le nom des pays de ces Grands Prix. Donc, il faudra regarder sur une carte là, de géographie, un peu comme avec l'Ukraine, il faut en une quelque map sorte. Monde. Il faut une map monde. Et alors, justement, là, pareil, on est vraiment sur des tonalités négatives pour le sport français. J'ai envie de dire un petit détour pour le HTV. 2 défaites. Début de parcours, 2 défaites, directement. Bon, ils sont passés d'un niveau amateur éclairé à un niveau presque professionnel. Presque, donc, on n'y est pas encore. Il y a vraiment ils ont monté la marche. On est dans le bas du professionnalisme. Voilà, il y a quand même des joueurs qui sont professionnels, tout ça. Bon, mais il y a un gros écart entre National 2 et National. J'ai encore lu ces derniers temps ce qui est sorti dans la presse locale sur les comptes du HTV, sur... cette pseudo-vente aux Américains de Paris qui m'est toujours restée en travers de la gorge. Oui. On dirait que tout n'est pas fini, le chapitre n'est pas clos. Je ne sais pas si tous les chèques sont bien arrivés dans le Var. Ils ont bien été encaissés. Par contre, eux, ils sont montés en Pro A. Donc, nous, on est toujours en galère, mais eux, ils sont en Pro A. Et puis, c'est compliqué. Aujourd'hui, là aussi... on avait un président qui est parti au bout d'1 an alors qu'il avait fait un job fantastique, puisqu'il fait une saison pratiquement avec 1 ou 2 défaites. Donc il avait un beau palmarès. Un bilan extraordinaire. Absolument. Et puis, alors que je pensais qu'il allait accélérer le processus, à la dernière Assemblée Générale, il a tiré son rideau et il est parti. Donc, ça t'a surpris, toi, ça, justement? Tu pensais qu'il allait continuer ou on s'y attendait un petit peu à ce qu'il arrête? Je savais qu'il avait quelques soucis relationnels, disons, ouais. Mais je ne pensais pas qu'il arrêterait, et je ne pensais surtout pas qu'il arrêterait en ayant un bilan sportif aussi bon que ce qu'il a eu. Voilà. Moi, je lui ai dit, les yeux dans les yeux, je lui ai dit chapeau le bilan. Et il avait pris Laurent Sierra, qui était un entraîneur qui n'avait rien à faire en National 2, vice-champion olympique, Iérois de toujours, une carrière merveilleuse, internationale. On avait la chance d'avoir un bonhomme comme ça. Bon, pareil, dans les disputes, Laurent est parti, le président est parti. Voilà, on repart un peu de zéro. Vincent Mazingue, l'ancien joueur, a pris la présidence, avec William Dumas, toujours directeur sportif. Mais bon... Est-ce qu'ils ont les moyens... Il y a tout à refaire, quoi. Voilà, est-ce qu'ils ont les moyens de leurs ambitions? Je pense qu'ils sont un peu seuls et que ça serait bien que quelques groupes financiers les aident en ce moment. Alors c'est important, on le rappelle encore une fois, comme tu dis, que c'est tout un équilibre le sport. C'est pas que des bons joueurs, des bonnes équipes, c'est aussi un environnement. Donc c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que là, effectivement, on a un bilan français qui est difficile, là, hein, j'ai l'impression, en règle générale, là, sur le sport, ça démarre... Ce qui me rend un peu fou, c'est que on a déjà joué au plus haut niveau au HTV, on savait qu'il y avait un public, le Palais des Sports a souvent été rempli. Qui est magnifique, d'ailleurs. Il y a un Palais des Sports qui est extraordinaire, donc il y a vraiment tout
Et on peut faire un sport d'extérieur comme le rugby ou le foot et un sport d'intérieur dans la même ville. Oui, on a tous les ingrédients. On a tout pour réussir. Il faudrait que tout le monde se mette autour d'une table et puis donne un coup de main aux deux mairies et à TPM qui sont finalement les seuls qui mettent un peu d'argent dans ce club, quoi. Il manque une orchestration, il comme manque, tu dis. il manque le milieu privé, économique, pour relancer cette affaire qui à mon avis, pour beaucoup moins cher que le football, serait très rentable et très agréable à faire vivre. Alors à bon entendeur, hein, s'ils nous regardent justement tous ces professionnels, ce milieu économique local, c'est l'occasion, investissez, on a, comme l'a dit Yves Mérins, c'est gage de qualité, on a tout ce qu'il faut, donc pensez à investir, il y a encore une fois tout ce qu'il faut à Toulon et ses alentours. On peut passer des soirées très agréables dans un magnifique palais des sports. C'est vrai. C'est très familial, il n'y a pas de violence, vraiment c'est tout neuf, on peut le dire, hein, oui. C'est de grande qualité. Alors, on va conclure, Yves, avec la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Ça, je sais que c'est l'incontournable de côté sport. Alors, coup de cœur, comme ça, au moins, tu ajoutes une petite touche positive. Parce que là, on parlait de football, on a l'impression qu'on allait plus ou moins se pendre. Donc là, c'est toi, tu tiens à souligner la réussite d'Erling Haaland avec Manchester City. Un extraterrestre. C'est 14 buts en 8 journées de championnat. C'est ton Gabin en ce moment pour le foot, quoi. Il reste sur 3 triplés dans un championnat très haut de gamme. Hein. Attention, il n'a pas joué le 18e du championnat du Portugal. Hein. Non, on est quand même sur Ligue. Là. Absolument. Là, tous les matchs sont de haut niveau. Et puis c'est musclé. Le jeu anglais. 14 buts, 8 journées. Il va exploser tous les records. Là, il vient de faire un triplé ce week-end. Il a donné 2 passes décisives à son copain Foden qui a mis un triplé aussi. Donc là, est-ce qu'il n'est pas déjà aussi fort que Mbappé? Je me pose la question. Tu poses carrément la question. Parce que bon, il n'arrivera pas parce qu'en sélection nationale, il n'est pas bien entouré. Ouais. Alors que Mbappé, lui, c'est le plus haut niveau. Et franchement, en club, je pense qu'il va laisser une trace incroyable. Alors c'est l'occasion, puisqu'en ce moment on parle beaucoup de ça, je suis un peu surpris. Pour toi Mbappé, tu es grand joueur. Qu'est-ce que tu as à répondre sur les commentaires qui sont faits sur le fait qu'il serait maintenant arrogant, qu'il exaspère? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Je réponds à ces gens qui disent ça, qu'il ferait mieux de tourner la tête et de s'occuper d'autre chose. Ce qui compte, c'est les performances sur un terrain. On est bien d'accord. Voilà. Et pour le moment, il nous a prouvé, il est champion du monde à 20 ans, il est au plus haut niveau dans un des plus grands clubs. Et il dure. Il marque but sur but, donc arrêtons avec l'arrogance. Et là encore, je vais ne pas faire que des amis, mais l'histoire du char à voile avec Galtier, moi, quand j'ai vu Mbappé mourir de rire, il a 20 ans, c'est un gamin, et on a le droit encore de s'amuser, et ceux qui ont vraiment la malhonnêteté de parler de ces avions privés et tout ça, il ferait mieux de balayer devant leur porte. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. C'est pas que le Paris Saint-Germain. Absolument. Tous les clubs se promènent en avion, en deuxième division aussi. Je veux dire, celui qui a posé la question, mais pourquoi ils ne rentrent pas en train? Mais ils savent pas qu'on finit un match à 23h. Bien sûr. Qu'on sort du stade, il est 1h du matin et qu'il n'y a plus de train à 1h du matin. Et par contre, il y a un match de Ligue des Champions 2 jours après. Donc il vaut mieux que ces gens-là, ils rentrent vite chez eux, ils aillent se reposer et qu'ils battent les meilleurs clubs européens le lendemain. Je sais que c'est un peu ton coup de gueule aussi, c'est toutes ces affaires, ce climat, on peut le dire, d'affaires négatives qu'on a dans le football français en ce moment. Ça, c'est quelque chose qui t'exaspère vraiment là. Ouais, mais là, on est dans l'incroyable, on est dans l'irréel, les histoires de Benjamin Mendy. Ça n'arrête pas. De viol, on a parlé de Pogba avec le marabout. Pogba avec le marabout, marabouté par son frère. Enfin, l'arrogance d'Mbappé, d'un coup, je sais pas ce qu'on nous sort. C'est pas pareil. Là. C'est pas une affaire. Je suis d'accord avec toi. C'est pas une affaire. Ça, c'est plus de la mauvaise, Amraoui de la mauvaise qui vision. se fait bastonner, oui. peut-être sur un ordre de sa copine Diallo. Enfin, on verra. On attend pour juger. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le climat nauséabond à la fédération autour de Noël Le Graët. À 80 ans, il envoie des mails à ses secrétaires. Je veux dire, mais on est fou, on est devenu fou, carrément. Il y a un climat vraiment de chasse aux sorcières en ce moment. On est à 2 mois du... Non, mais c'est parce qu'il y a des sorcières. Mais tu as raison de le souligner, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font le plus beau métier du monde. C'est un vrai. métier de passion. C'est un métier ce sont des marchands de bonheur.
ils se transforment en marchands de malheur, quoi. Absolument. Donc, ils deviennent fous, tous, là. Puis on perd la notion aussi quand même d'exemplarité dans le sport, quoi. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il faut quand même... Enfin, je sais pas ce que toi tu en penses. Bon, je sais bien qu'il peut toujours y avoir des exagérations dans le sport, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un devoir il y a une image quand même à cultiver. Surtout en ce moment. Les gamins, ils regardent, quand ils entendent Pogba, le marabout, les viols, le machin, ils sont pas idiots, les gamins. Hein. Absolument. Ils savent de quoi on parle. Bon, donc, moi, je préfère qu'ils aillent voir Mbappé pour marquer des buts, Messi pour marquer des buts, Neymar, voilà. Et puis, plutôt que de parler de toutes ces sales affaires, là, à longueur de journée. Et j'insiste, on disait en ce moment, parce qu'on est quand même dans une époque d'hypercommunication, il faut redoubler de vigilance. Donc, c'est quelque chose qui doit être aussi... ça s'apprend, ça, toi, je veux dire, toi, par ton expérience, tu l'as vu, ça, sur des grands sportifs, que l'entourage est important, que ça... Non, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, vraiment. Et pour une seule et unique raison, c'est l'argent. Avant, bon, les joueurs étaient encore humains, normaux, entre guillemets. Bon, aujourd'hui, il y a tellement d'argent qui circule. Que c'est déraisonnable. Il y a des entourages, mais les joueurs, ils sont pris en otage, ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix. Donc, ça commence par la famille, les amis, les agents de joueurs, les faux conseils, et puis ça se finit avec les voyous et compagnie, et puis voilà, et puis ils sont dans un étau, et ils sont coincés, et ils n'ont jamais gagné autant d'argent qu'aujourd'hui. Je pense qu'il n'y aura jamais autant de faillites en fin de carrière qu'aujourd'hui. Donc par rapport aux joueurs d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors je pense que les spectateurs d'Info 83 l'auront compris. Là, on est sur un côté sport plutôt négatif. Hein. Dans l'ensemble, il y a une ambiance. Critique. Non, mais je veux dire, il y a quand même des... comme tu disais, il y a une conjoncture en ce moment qui est pas facile. On ne l'invente pas. Absolument, non. On regarde et on commente. On ne fait que commenter, mais encore une fois, il y a tout à faire. Est-ce qu'on peut dire, on peut le dire, il y a tout à faire en ce moment. Il y a ou à refaire. Beaucoup d'ordre à remettre. Voilà. Il y a du travail. Il y a du travail. Écoute Yves, ça a été un grand plaisir pour moi, je suis très heureux et on peut dire à nos téléspectateurs qu'on se retrouve très bientôt pour le prochain Côté Sport. Très vite. Et écoute, je te laisse le mot de la fin. Avec grand plaisir. Plaisir partagé. Je crois que Thierry Daven a trouvé un successeur de très haut niveau. Oh, écoute, je suis très touché. Mais il ne faudra pas se reposer. Le maître mot, c'est travail, tu l'as dit. Alors, chers téléspectateurs d'Info 83, grand merci Yves et à la prochaine. À bientôt.